Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va essayer de continuer la leçon qui porte sur la génétique. Donc, on en est à la deuxième question, le dihybridisme. Alors, c'est simple. Comme j'ai l'habitude de le dire, le dihybridisme, ce n'est rien d'autre que l'étude simultanée de deux monohybridismes. Si vous le comprenez ainsi, vous n'aurez pas de difficulté à bien répondre aux questions. Donc, c'est l'étude de deux monohybridismes simultanés. Donc, le dihybridisme, c'est très simple. C'est très simple. Il faut mettre ça dans la tête d'abord. Ce n'est rien d'autre que l'étude simultanée de deux monohybridismes. Pourquoi je dis cela? Je veux attirer votre attention sur quelque chose. Je veux que vous, si vous ne maîtrisez pas encore le monohybridisme, que vous y retournez encore, regardez tout ce qui porte sur le monohybridisme. Parce que la compréhension du monohybridisme va nous permettre de comprendre le dihybridisme et en tout cas les exceptions qu'on peut y voir. Donc c'est très important d'aller encore regarder le monohybridisme si ce n'est pas encore fait. C'est bon. Donc on va étudier le cas de deux monohybridismes simultanés. Maintenant pour cela, il nous faut énoncer une loi, c'est-à-dire la troisième loi de Mendel. Donc la troisième loi de Mendel, elle est très importante. Troisième loi de Mendel. Alors, que dit cette troisième loi? Je pense que vous l'avez bien compris. Ça est dans vos cours respectifs. Donc tous vos profs, en tout cas, ont énoncé la loi telle qu'elle. Mais moi, ici, je vais procéder d'une autre manière. Je vais essayer de donner une explication beaucoup plus simplifiée, pour ne pas dire simpliste, en tout cas, de la troisième loi de Mendel. Donc, pour revenir sur ça, je vais essayer de vous dire quelque chose de très important. C'est une loi qui s'applique à la gamétogénèse, c'est-à-dire, si on veut étudier un monohybridisme, on va essayer d'étudier un dihybridisme, on va essayer de commencer d'abord d'étudier le génotype, ensuite, à partir des génotypes, d'obtenir le gamète. C'est au cours de la gamétogénèse que cette loi va s'appliquer. Ici, puisqu'on a un dihybridisme, donc on étudie deux caractères. Donc deux caractères commandés par deux gènes. Deux gènes qui ont deux versions. Donc 4 allèles au total. Chaque deux gènes, c'est pour un seul, chaque deux allèles, c'est pour un seul gène. Alors, que dit cette loi? Cette loi dit que de façon simplifiée, qu'au cours de la gamétogénèse, au cours de la gamétogénèse, il s'agit ici d'un cas de monohybridisme, virgule, qu'est-ce qui va se passer? Chaque allèle d'un gène peut se retrouver dans un gamète avec l'un des allèles de l'autre gène. Je pense que vous avez bien compris. Ici, on est dans le cadre de dihybridisme. Donc, deux caractères sont étudiés. Alors, deux gènes sont impliqués. Chaque gène a deux versions. Au cours de la gamétogénèse, chacune des versions d'un gène peut aller avec l'un ou l'autre allèle de l'autre gène. C'est bon? Deux gènes. Donc, chaque allèle va aller avec l'autre gène, l'un ou l'autre gène de l'autre allèle. Je pense que c'est très important. Supposons qu'ici, par exemple, on va essayer de revenir encore de façon beaucoup plus claire, mais supposons ici qu'on ait, par exemple, un gène. On a dans le cas de dihybridisme qu'on ait ici un gène A1. C'est bon?
d'allèle grand A, petit a, avec grand A qui domine petit a. Ensuite, le gène B1 avec grand B qui domine petit b. Donc on est ici dans le cadre de l'hybridisme qui implique deux gènes, gène A1, gène B1. Avec chaque gène, deux versions, donc au total ce qui donne quatre versions. Ici pour l'allèle A1, nous avons la version A, l'allèle A, et la version petit a, l'allèle petit a, la version grand B et la version petit b. Donc je vais essayer de représenter par exemple un dihétérozygote par exemple. C'est-à-dire un individu qui est hétérozygote pour les deux caractères. Cet individu-là qui est hétérozygote pour les deux caractères, son phénotype sera comme ça. A, B. Pourquoi? Parce que d'une part, A domine petit a, B domine petit b. Ce qui veut dire que A et B vont s'exprimer au niveau du génotype. Donc, puisqu'il s'agit d'un dihétérozygote, d'abord pour le premier gène, il est hétérozygote, je mets A, petit a. C'est bon? Pour l'autre gène, il est hétérozygote, je mets grand B, petit b. Il est hétérozygote pour le premier gène, il est hétérozygote pour le deuxième gène. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a dihétérozygote. Cet individu est dihétérozygote, il est hétérozygote deux fois. Une fois pour A, deux fois pour B. C'est bon. Au cours, ça c'est le génotype. Maintenant, au cours de la gamétogenèse, qu'est-ce qui va se passer? Au cours de la gamétogenèse, ce qui va se passer, c'est très clair et très simple. Il s'agit de cela. J'ai dit, au cours de la gamétogenèse, d'après la troisième loi de Mendel, je vais mettre ici les gamètes possibles. Chaque allèle peut aller avec l'un ou l'autre allèle de l'autre gène. Supposons, prenons le A. L'allèle A, il peut aller avec l'un ou l'autre, ici il s'agit de l'autre gène, l'une ou l'autre version de l'autre gène. Donc, grand A peut accompagner petit grand B. Ça, il s'agit d'un gamète, un quart. L'autre gamète, un quart. Le grand A peut aller avec petit b. On va avoir grand A, petit b. L'autre cas, bon, avec grand A, toutes les possibilités sont épuisées. Puisqu'il y a deux gènes, donc il peut aller deux allèles, il peut aller avec grand B ou petit b. Maintenant, pour le petit A peut aller avec, donc on va avoir un quart, petit A peut aller avec ce petit A là. Peut aller avec grand B. Ce petit A toujours peut aller avec petit b. C'est bon, il s'agit des quatre gamètes possibles pour ce dihétérozygote. Comment avons-nous obtenu cela? C'est à travers, en tout cas, la troisième loi de Mendel qui dit que de façon simple, je n'ai pas dit que c'est normal, mais je vous le donne de façon simple pour que vous puissiez mieux comprendre, pour que vous puissiez mieux l'approprier. Chaque gène, chaque allèle va aller avec l'un ou l'autre version de l'autre gène. Regardez, grand A, petit b, grand B, grand A, petit b, petit A, grand B, petit A, petit b. Donc on a quatre possibilités. Donc on a en tout cas la troisième loi de Mendel qui s'est vérifiée ici à ce niveau. C'est bon? Donc j'espère que vous avez bien compris la troisième loi de Mendel.